Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Thibaut Martin, cofondateur et CEO de Smart Renting, une agence immobilière spécialisée dans la gestion de sous-location. Vous découvrirez comment cette entreprise parisienne utilise les codes du e-commerce pour se développer et croître. Salut Thibaut, merci d'être en ma compagnie pour l'enregistrement de ce nouveau podcast, les explorateurs du e-commerce, qui vous fait découvrir les coulisses du e-commerce. Aujourd'hui, je suis avec toi Thibaut pour parler de Smart Renting, alors l'agence IMO conçue pour vous faire voyager sans payer son loyer. Je ne fais que citer un petit peu votre slogan, votre baseline. J'en dis pas plus parce qu'on va découvrir tout ça évidemment tout au long de ce podcast, mais on va parler de votre solution de sous-location dans les moindres détails. Alors pour commencer Thibaut, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et aussi nous parler un petit peu de ton profil d'entrepreneur, si je puis dire. Bah, déjà bonjour Charles. Heureux d'être là pour parler de Smart Renting et un peu de notre épopée. Je m'appelle Thibaut Martin, j'ai 30 ans, je suis first entrepreneur. Voilà, j'habite à Paris depuis 10 ans. C'est simple, j'ai fait un master en finance à Descartes, ça me rajeunit pas, il y a 10 ans, et suite à ça j'ai fait une première saison dans un cabinet de conseil. Et 6 mois plus tard, j'ai décidé de partir. Voilà, j'ai senti que c'était pas fait pour moi. Ça parlait augmentation toute l'année, voiture de fonction. Je sentais pas de lueur dans les yeux de mes camarades de promo, et ni des seniors et managers qui étaient présents. Et j'avais besoin de vibrer. J'étais jeune, j'avais besoin de vibrer pour le travail que je faisais au quotidien. Donc j'ai décidé d'entreprendre. Et donc j'ai évoqué un projet, une idée, une solution à deux amis de longue date. Et ils m'ont accompagné dans cette belle aventure. C'est comme ça qu'on a créé Smart Renting. J'en suis assez fier. Et après, si je dois parler un petit peu de qu'est-ce qui me détermine en tant que personne, ce qui m'anime et un peu mon caractère en tant qu'entrepreneur, j'aime affronter les situations difficiles. Je dirais que je suis assez courageux dans les décisions que je prends et dans les challenges à accomplir. Voilà, on sait qu'entreprendre, c'est pas facile. On sait que c'est pas un chemin tranquille, mais j'aime bien ne pas me laisser abattre et affronter des situations qui semblent être perdues d'avance. Ce qui rejoint un peu un deuxième trait chez moi, c'est que je suis têtu et pugnace. Voilà. Pour me faire changer d'avis, il faut se lever tôt le matin. J'ai la carapace assez solide, j'ai tendance à rien lâcher. C'est une qualité importante pour entreprendre parce que le chemin est si difficile qu'il faut être capable de se relever, de tomber, de se relever continuellement pour continuer à avancer. Oui, du coup, on va dire un profil de guerrier, un profil d'entrepreneur de guerrier. De toute façon, comme tu l'expliquais, il n'y a pas le choix, le chemin est toujours compliqué. Il faut avoir tous ces traits de caractéristiques, ou en tout cas savoir s'entourer pour pouvoir répondre à toutes ces situations qui sont souvent délicates. Comme tu nous le disais, donc tu es cofondateur et CEO de Smart Renting. Est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise et nous expliquer aussi d'où t'es venu ou vous est venue cette idée de Smart Renting? Alors, c'est le storytelling assez classique, c'est que en L3, je suis parti à Brighton pour un séjour linguistique de 2 mois parce qu'à l'époque, en M1, il y avait encore les notes planchées et il fallait que j'ai 12 dans chaque matière et j'étais pas très bon en anglais. Enfin, je suis toujours pas, mais en tout cas à l'époque, j'étais pas très bon. Donc je suis parti à Brighton et j'étais confronté à un dilemme, à un problème, c'est que j'ai loué un appartement à Brighton, mais j'étais aussi locataire de mon appartement à Paris, proche de Descartes, où j'ai fait mes études, et j'avais pas du tout les moyens de payer mon appartement à Brighton et mon appartement à Paris. Et donc, je suis allé voir les agences traditionnelles du quartier, et personne n'a voulu gérer mon appartement parce que j'étais locataire et pas propriétaire, et parce que je partais 2, 3 mois et pas toute l'année. Je me suis dit, mais il n'y a pas de solution pour ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis mon appartement sur Airbnb et j'ai géré à distance en donnant des doubles des clés à ma voisine, mes amis, mes parents. Et ça a été une vraie galère. Et quand je suis rentré, je me suis dit, mais il y a des milliers d'étudiants qui ont la même problématique que moi chaque année. Et il faut inventer un truc qui favorise la mobilité des jeunes et des étudiants en leur proposant une solution pour faire de leur appartement non plus une contrainte, mais une opportunité de mobilité. C'est comme ça qu'est venue l'idée de Smart Renting. Et ensuite, je l'ai proposé à deux amis de longue date, que sont Romain et Théo, pour s'associer au projet. Super, ouais, comme assez souvent, au final, toutes ces idées d'entreprise viennent d'un constat, d'un élément personnel. On se dit, mais mince, ça n'existe pas, cette solution, et ben, je vais la créer. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que tu nous expliquais. Alors, pour la prochaine question, c'est un petit peu direct, mais on va parler un petit peu des événements récents. Qu'est-ce que le Covid a changé pour vous? Est-ce que tu peux nous parler de l'avant, après? Parce que Smart Rating, c'est pas très vieux, c'est déjà présent avant le Covid. Et qu'est-ce que le Covid vous a amené et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Vaste question, Charles. Ouais, Plein de je me doute bien. plein de choses, elle a changé plein de choses, que ça soit, en tant que, personne, en tant qu'association, en tant qu'entreprise. Pour faire un petit peu, un rétropédalage de ce que Smart Renting, donc nous, Smart Renting, on a lancé en 2015. On a eu 300 de croissance tous les ans, jusqu'au covid. On est passé de 300 000 € de chiffre d'affaires à 9 millions de chiffre d'affaires en 4 ans et demi, donc ce qui est une belle croissance. On est passé de 5 collaborateurs à 80 collaborateurs. En fin 2019, on a annoncé une levée de fonds de 4 millions d'euros, qui avait pour ambition de développer le modèle en France et à l'étranger. Donc on était déjà implanté dans 10 villes, mais on veut continuer le maillage territorial et aller à l'étranger. Et patatras, alors qu'on est sur notre track record de x3 en janvier-février, le Covid arrive et toutes les conséquences du Covid. Ce qui a été difficile pour Smart Renting, c'est que nous, on a été un peu dans l'épicentre du cyclone du Covid, parce que notre modèle économique, c'est de faire voyager les personnes qui ont une résidence principale en France vers un projet de mobilité, souvent à l'étranger, et de remplir ces appartements avec des gens qui ont des mobilités de l'étranger vers la France. Et quand, du jour au lendemain, on coupe les frontières et on interdit aux gens de voyager, le business model, il tombe un peu à l'eau et la problématique et le dilemme n'existent plus. Donc ça a été vraiment très compliqué comme période pour nous. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec des milliers et des milliers d'étudiants et jeunes actifs qui ont voulu récupérer leur appartement parisien en urgence, alors qu'on avait mis des mois et des mois à les signer. Et enfin, on s'est retrouvé avec un stock énorme d'appartements vides où on savait plus le valoriser du jour au lendemain. Donc ça a été une période vraiment, vraiment difficile. Et juste pour bien parler dans le temps, donc vous avez levé 4 millions à fin d'année 2019 et donc en fait 3 mois plus tard, le Covid arrivait quoi, le confinement arrivait. Exactement, Niveau timing, ça pouvait pas être pire. alors pire ou pas, en tout cas, cet argent nous a permis de sauvegarder l'entreprise, mais le plan de déploiement à l'international est devenu, au plan ZZZZ, était plus du tout d'actualité. Là, ce qui était important, c'était de sauver l'entreprise, répondre aux exigences de nos clients, apporter des solutions à nos collaborateurs, et c'est ce qu'on a fait pendant la première période. On savait pas vraiment, le Covid, on avançait à nu, on a tenu jusqu'à mai en se disant, bah c'est bon, c'est une grippette, ça a duré 3 mois, on s'est tous fait peur, c'est bon, ça repart. Et en fait, on est reparti de 0 à 1 million de chiffre d'affaires en 2 mois et ça repartait super bien. Et après, en septembre-octobre, ça a été le drame quand on nous a annoncé de nouveau confinement, reprise de l'épidémie et qu'on a vu nos appartements se vider. On a pris une décision qui était assez structurante avec Théo et Romain, c'est qu'on a dit on ne peut pas piloter la boîte sans visibilité au gré des confinements, déconfinements. On est en train de perdre tout l'argent qu'on a levé. On emmène la boîte au casse-pipe. Et donc, je pense que c'est la décision la plus difficile qu'on a prise pour Smart Ranking en 7 ans, c'est qu'on a décidé de mettre en pause toute l'activité commerciale et opérationnelle, mettre au chômage partiel l'ensemble de notre personnel, de rendre l'ensemble de nos locaux sur toutes nos villes et d'arrêter de signer des nouveaux appartements et de rendre nos appartements existants pour sauvegarder le cash. En fait, on était dans une situation où on ne savait pas si ça allait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, en perdant des milliers d'euros chaque mois, on s'est dit qu'on avait besoin de reprendre le contrôle de la situation. Et pour nous, reprendre le contrôle de la situation, c'est d'assainir le cash, de couvrir la trésorerie et d'accompagner au mieux nos collaborateurs vers la sortie. Et ça, c'est une de nos plus belles fiertés, c'est qu'on a passé 6 mois à faire des entretiens individuels, à faire du replacement de nos collaborateurs dans des startups partenaires ou des fonds partenaires. Et c'est ce qui nous a permis de sortir, je pense, par la grande porte de cette période et d'avoir assez d'argent pour relancer la boîte 1 an plus tard quand le Covid était derrière nous. Ouais, une gestion de crise non négligeable, mais du coup, ce que tu disais quelque chose d'intéressant, c'était que le mois de mai, du coup, le déconfinement, le premier déconfinement, parce qu'il y en a eu beaucoup ensuite, vous voyez que l'activité reprenait, bah, votre business reprenait, donc que votre idée et que votre concept était bon, quoi qu'il arrive. Exactement. Enfin, en fait, C'était rassurant, du coup. ça rassure, c'est-à-dire on a bon avoir mis notre modèle sous cocon pendant 2, 3 mois à cause de ces problématiques Covid. On s'est rendu compte qu'en fait, la problématique du logement, du voyage et du fait que les gens en manque de pouvoir d'achat ne peuvent pas se permettre d'avoir un logement vacant, qu'il soit propriétaire ou locataire quand ils sont pas là, et une dépense ultérieure. En fait, ce besoin est réapparu directement une fois qu'on a pu permettre aux gens de voyager de nouveau. Et en fait, c'est cette conviction profonde qui nous a fait tenir, parce qu'en fait, on s'est dit, si après ce qui s'est passé entre mars et mai et le rebond qu'on a eu directement après, le semblant de liberté qu'on a pu réavoir en ne portant plus les masques, en pouvant voyager de nouveau, en étant plus confiné, une fois que ça sera de nouveau le cas, le modèle sera de nouveau périn, pourra répondre de nouveau à une clientèle donnée. Et donc c'est ça qui nous a fait tenir. Et en fait aujourd'hui, on en est, enfin je vais pas spoiler, mais en tout cas aujourd'hui on est heureux d'avoir tenu parce que le présent nous donne raison en tout cas. Oui, c'était aussi la question de l'après. Aujourd'hui, vous êtes évidemment toujours en vie et ça part de plus avec quand même des décisions stratégiques fortes. Tu vas nous en parler par la suite. Quels sont du coup les chiffres forts que tu pourrais nous présenter un petit peu sur le marché en fait, sur lequel vous exercez?
Alors, il y a pas mal de chiffres qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'on a quand même la chance, en France et à Paris, d'avoir la ville numéro un au monde en termes d'attractions touristiques. C'est la première ville Airbnb au monde également. Ça, c'est un premier chiffre. Paris accueille plus de 40 millions de visiteurs et ça, c'est en perpétuelle augmentation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un fort rebond entre l'année dernière et cette année et entre 2019 et 2022. 2022 est l'année la plus prolifique pour le tourisme en France et à Paris. On a fait plus de 10% en taux de remplissage. Smart Renting et l'ensemble du secteur, hein, c'est des données qui ont été communiquées par des plateformes type Airbnb Booking, et plus 15% sur les prix. Et comme j'ai dit, ce qui fait que l'année 2022 est la plus belle année pour le secteur du tourisme depuis très 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 longtemps, voire la meilleure année d'un point de vue historique, en tout cas pour la France et pour Paris. Et ça, on peut s'en féliciter. On peut se dire que finalement, les touristes qui n'ont pas pu voyager pendant le Covid ont été au rendez-vous de la réouverture en 2022. Et là où je voudrais faire une précision, c'est que cet effet rebond, il n'est pas éphémère, parce qu'en fait, les plateformes nous ont communiqué que les pré-réservations pour les 6 mois de l'année 2023 sont déjà supérieures à l'année 2022. Et donc ça inaugure de belles choses pour cette année 2023. Une belle revanche aussi. L'année 2022 a bien pris sa revanche sur les années précédentes où c'était plus galère aussi, si on peut retenir un message. Exactement, exactement. Et après, si je parle un peu en valeur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on dit souvent qu'un marché intéressant s'il est supérieur au milliard de GMV. Et juste pour la ville de Paris, courte durée représente plus de 2 milliards. Donc voilà, c'est pour donner un peu des perspectives à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Super, bah écoute, je te remercie pour ces chiffres et un petit peu pour toute cette introduction. Là, on va entrer dans la deuxième partie qui parle vraiment plus de smart renting, comment ça fonctionne, comment est-ce que vous travaillez, quel est votre business en gros. Moi, j'avais une première question. Quand on parle de sous-location, alors là, on parle de sous-location avec smart renting, mais évidemment complètement légal. Mais moi, le premier, avant de te rencontrer et que tu m'expliques comment ça se passait, j'associais forcément le mot sous-location. Je me disais toujours, mais est-ce que c'est quelque chose de réglementé ou de non réglementé? Enfin voilà, c'était toujours un peu flou. Alors, est-ce que tu peux nous apporter des précisions à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour faire de la sous-location? Et ben, si tu te poses encore ces questions, c'est qu'on n'a pas encore assez évangélisé le sujet, parce que ça fait 7 ans maintenant qu'on essaye, par les médias, les réseaux sociaux, l'implantation dans les écoles, de faire en sorte que la sous-location ne soit pas vue comme quelque chose d'interdit ou fait dans le dos de quelqu'un. On essaye vraiment de réexpliquer que la sous-location est encadrée par deux règles, deux principes forts. Le premier, c'est qu'il faut l'accord du bailleur ou de l'agence pour pouvoir sous-louer, parce que dans la plupart des baux, je dirais la majorité des baux, on ne peut pas sous-louer sans l'accord du propriétaire ou de l'agence. Et le deuxième principe, c'est que le locataire ne peut pas faire plus d'argent avec son appartement que ce qu'il reverse au propriétaire. Et si on respecte ces deux règles, on peut sous-louer en toute légalité. L'idée de Smart Renting, c'est justement d'encadrer un secteur nébuleux, qui est un peu fait à l'arrache, qui est un peu d'humain à la main, essayer de l'harmoniser, le structurer, le réglementer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place et ce pourquoi on travaille depuis 7 ans. On ne perd pas espoir, on est convaincu que dans les mois, années qui viennent, la sous-location sera quelque chose qui deviendra normal parce que finalement, c'est dans l'air du temps. On est dans l'ère de la fonctionnalité. On partage déjà sa voiture, on partage parfois son électroménager. Pourquoi ne pas partager son appartement? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand le concept par exemple, bon, c'est le plus connu, mais du Airbnb est arrivé, on se disait tous, mais je vais pas aller chez d'autres personnes, ou je vais pas laisser d'autres personnes venir chez moi. Maintenant, ça se fait en un claquement de doigts et c'est tout à fait normal. Donc, effectivement, pourquoi pas la sous-location dans les mois ou années qui arrivent. Et du coup, tu me précisais, quand on avait échangé, que pour toi, encore maintenant, la loi, elle était très ou encore trop en faveur du locataire. Ouais, bah en fait, pourquoi en France, alors que dans d'autres pays européens, c'est pas le cas? La loi en France couvre et protège énormément le locataire, en bien ou en mal, c'est pas ça que je viens juger aujourd'hui, mais en tout cas, la loi est plutôt en faveur du locataire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, la majorité des propriétaires, pour éviter de se retrouver dans des situations dramatiques, de devoir avoir un locataire qui ne paye plus son loyer, de se retrouver avec du squattage parce qu'il y a une sous-location, etc. Et arriver dans les baux français, la clause où il est dit que sous-louer est interdit, ou en tout cas on fait croire que sous-louer est interdit pour redonner de la protection aux propriétaires. Parce qu'en fait dans les autres pays, un locataire qui paye pas au bout d'une semaine ou d'un mois, bah, de toute façon on va voir la police et la police va sortir son locataire. En France, un locataire qui paye pas, il sera pas mis devant le fait accompli par la police ou il ne partira pas de son logement. Et donc, pour éviter aux propriétaires de se retrouver avec ces situations à cause de sous-location, on est venu rajouter cette clause dans les mandats, mais c'est pas du tout quelque chose qui est commun en Europe. Dans d'autres pays européens, et je dirais dans la majeure partie des pays européens, la sous-location est autorisée de principe, mais le propriétaire peut venir la refuser sous certaines conditions. Ils sont venus inverser finalement la proportionnalité de la règle, mais parce qu'encore une fois, dans les autres pays, je dirais que la relation locataire-propriétaire est plus équilibrée vs ce qu'il y a en France aujourd'hui.
Ouais, en France, on est encore peut-être un peu trop frileux, à ce sujet-là, quoi. Et est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, smart renting? Peut-être 3 points de vue, si je suis locataire, si je suis propriétaire et si je suis bailleur? Ok, pas de problème, on va se mettre dans la situation, Voilà, mise en situation. dans les personas. Alors, si on est locataire, c'est simple, on propose son appartement donc en sous-location à Smart Renting. Smart Renting va devenir le gestionnaire de cet appartement et il va trouver des sous-locataires à la place du locataire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va payer le loyer du locataire, qu'on trouve ou pas un sous-locataire, du premier jour au dernier jour. C'est-à-dire que par exemple, s'il part un mois et demi et qu'il a 1000 € de loyer, on va lui reverser 1000 € sur le premier mois, 500 € sur le deuxième mois, vu qu'il aura fait un demi-mois. Et peu importe qu'on arrive à trouver ou pas un locataire, on va fixer donc le loyer qui va être versé en fonction de son bail. Parce que c'est important, et je le redis par rapport à la règle de la loi, le locataire ne pouvant pas faire plus d'argent que son propriétaire, nous, Smart Renting, on lui reverse le maximum que la loi lui autorise d'avoir, c'est-à-dire la fraction de son loyer. Pour le propriétaire, toujours en résidence principale, c'est important, Smart Renting ne gère que des résidences principales à Paris. On regarde la valeur d'un bien sur une zone donnée et on va lui proposer donc une estimation de revenus qui sera challengée ensuite par le propriétaire. Donc là où le locataire en fait c'est stricto sensus le bail, au propriétaire il y a une négo parce qu'il y a des propriétaires qui ont peut-être mis un peu plus de déco dans leur appartement, qui jugent que leur appartement est un peu plus premium, d'autres où l'appartement répond pas totalement à tous les standings. Donc il y a une négociation qui se fait au propriétaire. Ce qu'on fait nous en tant que Smart Renting, c'est qu'on donne une fourchette d'un revenu au propriétaire et ensuite avec le propriétaire on discute de cette fourchette en fonction des équipements, de la saisonnalité, de la localisation de son appartement. Et enfin pour le bailleur il intervient donc quand c'est un locataire, c'est-à-dire que le bailleur, quand le locataire n'a pas l'autorisation de sous-location et qu'il veut avoir l'aide de Smart Renting pour convaincre son bailleur, Smart Renting peut intervenir auprès de son bailleur pour essayer de le convaincre à donner l'autorisation de sous-location. Et donc Smart Renting vient en réassurance, vient expliquer au bailleur en quoi passer par Smart Renting permet d'encadrer cette sous-location, parce que nous, on trie les locataires, on prend des cautions, on fait des contrats, on check l'appartement régulièrement, on s'occupe du ménage, et ça permet finalement au bailleur d'être rassuré dans la sous-location de son locataire et de savoir que cela n'est pas fait de manière disproportionnée ou alors non réglementaire ou sans assurance. Donc on a ce biais, on vient aider le locataire dans sa négociation auprès du bailleur si il en fait la demande. OK, ouais, donc toute une offre de service et tout ça se passe évidemment en ligne sur votre site, que ce soit pour les mises en relation, les dépôts de dossiers et cetera. Tout se passe sur votre site? Exactement, tout se passe sur notre site et sur l'espace client qu'on a créé et dont on a fait la V2, donc on est très fiers. Il y a environ 1 ou 2 mois, des super retours utilisateurs. Et ça marche aussi pareil si par exemple, moi je cherche en l'occurrence un logement, c'est pareil, pour, en remplir un qui serait disponible, tout se passe aussi sur le site? Pas exact, notre site sert aujourd'hui à récupérer des leads, donc on est sur la lead generation, et ensuite nos appartements sont proposés principalement sur des plateformes de courte durée, type Expedia, Booking, Airbnb, Le Bon Coin, ou sur un site en propre, mais qui n'est pas rattaché directement à notre site de lead generation qui est smartrenting.com. OK, donc vous êtes vraiment sur la partie locataire, propriétaire, bailleur. Exactement. Bon, OK, et du coup, tu l'expliquais un petit peu, juste avant, donc pour l'instant, même si avant le covid, c'était différent, mais pour l'instant, l'après-covid, c'est uniquement à Paris. On a relancé uniquement Paris pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avant, on était donc dans plus de 9-10 villes en France, avec peu de volume par ville, mais un volume conséquent sur l'ensemble de la France. On était première conciergerie en France en 2019, avec un volume d'affaires à peu près supérieur à 10 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi on a décidé de relancer que Paris? C'est simple. Paris, comme j'ai dit en début d'interview, d'échange, c'est la première ville touristique au monde, c'est la première ville Airbnb au monde, et on voulait cette fois-ci, en redéployant le modèle post-Covid, non plus être sur plein de territoires à faible volume, mais être sur peu de territoires mais à fort volume. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui la conjoncture économique est plus difficile et que du coup on a une envie de rentabiliser le modèle plus rapidement que ça pouvait être le cas en 2019. Et donc on cherche le marché qui est pour nous le plus propice à cela. Et donc on va essayer de craquer le modèle de la gestion de courte durée à fort volume pour ensuite le dupliquer sur des modèles qui ressemblent à Paris. Et donc ça sera pas forcément un Strasbourg ou Marseille, mais ça sera peut-être plus un Londres, un Berlin ou un Milan. Donc on est plus sur une envie de jailbreaker le modèle opérationnel à Paris. Une fois qu'on l'a fait, et ben c'est de dupliquer ce modèle dans des villes qui ressemblent à Paris. Donc souvent des villes à l'étranger. Test and learn et duplication ensuite, de ce modèle-là. La question suivante est plus orientée sur votre stratégie d'acquisition parce que vous mettez quand même beaucoup de choses en place, comme tu nous l'expliques jusqu'à maintenant. Comment est-ce que vous vous faites connaître? Quelle est votre stratégie par rapport à ça? Est-ce qu'on parle de SEO, SEA, de réseaux sociaux, de salons, de partenariats? Et bah, de tout ça, de tout ça mélangé, qui fait du cross entre, mais oui, de tout ça.
Je dirais principalement sur notre relance du SIA, hein, je vais être honnête, parce que les partenariats, la presse, le bouche à oreille, c'est du long train. Donc nous, post-Covid, on a mis le paquet, je dirais, sur Meta, Google, TikTok, YouTube. Donc pas mal de d'ads, donc avec une, euh, une manière de communiquer qui est assez friendly. Voilà, notre cible, c'est les 18-35 ans, jeunes en mobilité. Donc c'est ce type de pub qu'on va chercher, quelque chose d'un peu d'humoristique, mais avec quand même de la réassurance parce que les gens nous laissent leur appartement. Voilà, donc principalement ça. Ensuite, en long train, on a réactivé et on travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités. L'idée de ces partenariats, c'est d'être directement auprès des étudiants pour que quand ils ont, par exemple, une envie de mobilité, de stage à New York ou un séjour linguistique, comme j'ai pu le faire pour partir améliorer leur anglais, ils aient le réflexe smart renting. Voilà, il y a des réflexes qui existent dans les écoles, il y a des réflexes type Lydia. Et ben nous, notre volonté, c'est d'être le réflexe type smart renting dans les écoles pour permettre aux étudiants de penser à nous dès qu'ils ont un projet de mobilité. Et enfin, je dirais, et ça c'est super important, le bouche à oreille. Voilà, c'est l'organique, c'est ce qui permet, je dirais, à nos clients de nous faire confiance par rapport à des expériences qui ont été faites par d'autres clients. Et donc, c'est super important pour nous que les clients qui passent par Smart Tracing soient satisfaits parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une belle expérience client. Ça vaut beaucoup plus d'argent que ce qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, dans les partenariats, dans les échanges de visibilité. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de travailler ce sujet-là. Ouais, exactement. C'est tout de suite plus concret, quand on a du bouche à oreille et donner son avis sur une expérience, ça parle tout de suite plus qu'effectivement, comme tu le disais, sur du Meta ou sur du Google, sur du YouTube et cetera. Et du coup, est-ce que, tu peux nous parler rapidement un petit peu de vos cibles? Parce que, tu fais une distinction entre client et guest, hein, c'est bien ça? Oui, en fait, chez Smart Training, on a deux typologies de clients, mais on les appelle différemment. C'est-à-dire que les clients pour Smart Renting, c'est les personnes qui nous confient leur appartement en gestion. Chez nous, c'est la supply. C'est ce qui alimente finalement tout le flux de Smart Renting. C'est le nerf de la guerre pour nous. Le nerf de la guerre, c'est de récupérer du stock d'appartements pour ensuite pouvoir le valoriser. Et on le valorise auprès de qui? Auprès des guests. Les guests, ce sont les personnes qui vont voyager à travers les plateformes de location courte et moyenne durée dans les appartements que les clients nous auront confiés. Et donc c'est pour ça qu'on distingue les deux. On va dire que les clients nous apportent le stock et les guests nous apportent le chiffre d'affaires. Mais ce sont deux typologies de clients qu'on traite avec bienveillance et on sait à quel point c'est important d'avoir cette satisfaction à la fois des clients et des guests pour continuer à croître et faire en sorte que ce service réponde à une vraie problématique. Je trouve ça intéressant que tu puisses dire, voilà, nous, notre stock, ce sont des appartements. C'est quand même assez rare. Nous, chez Commerce Nation, on est beaucoup en relation avec bah, voilà, des e-commerçants qui vendent des produits, je sais pas, des tables, des chaises, des téléphones ou ce genre de choses. Et là, bah, voilà, toi, ton stock, ce sont des appartements. Donc, c'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est ça qui est intéressant dans notre échange. Bah moi, j'ai pas un grand hangar où je stocke des boîtes à Voilà, chaussures ou des tables, mais j'ai Paris qui est ouais, mon entrepôt à moi où j'ai les appartements que je gère au quotidien. Et donc c'est finalement là où on cherche à valoriser ce stock et que ça soit en entrepôt ou finalement à la vue de tous, et ben c'est pas une mince affaire de gérer son stock. c'est sûr. Et puis, on peut faire aussi le distinguo avec, bah voilà, oui, si je vends, je sais pas, des cahiers, bah voilà, j'ai toute une expédition à mettre en place. Mais vous aussi, vous avez de la livraison de vos appartements quand des personnes viennent vivre dedans pour une période X. Et bah, il y a quand même une livraison de cet appartement, donc une livraison de ce produit. Exactement, c'est exactement ça. Je dirais que tous les sujets et toutes les problématiques de logistique, on les a au quotidien. Et donc, c'est ça qui fait la beauté et la dureté du métier, c'est qu'on doit gérer des milliers d'appartements à des milliers d'adresses différentes, mais on doit toujours répondre présent pour faire en sorte que le ménage soit fait, les touristes soient accueillis avec le sourire et que les clients, quand ils reviennent de leur projet de mobilité, puissent récupérer leur appartement encore plus propre que quand ils nous l'ont laissé. Voilà. Ouais, tout ce sujet de conciergerie que tu nous expliquais tout à l'heure. Alors, tu vois, on a parlé du stock, de la livraison, etc. Là, on va parler plutôt de la partie paiement. Alors, comment ça fonctionne? Quoi est versé à qui? Quelle est votre ou vos solutions de paiement? Comment ça fonctionne? Alors, comme je disais, nous, on garantit un loyer quand c'est un locataire, un revenu quand c'est un propriétaire. On garantit cette somme et on verse cette somme 3 fois par mois.
Donc, pas 3 fois par mois pour une même personne, mais en tout cas, on a 3 dates de paiement qui sont conclues avec le commercial chez nous lors de la visite ou sur Internet sur l'espace client. Donc, soit le 5, soit le 15, soit le 25. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre moulinette en interne, on a donc un système de calcul automatique de loyer qui permet de faire les calculs et qui injecte ça dans un fichier CEPA qui est relié directement à la banque. Et c'est comme ça que se fait le paiement de nos loyers. Donc, par exemple, le 5, on va avoir, je sais pas, 300 propriétaires qui vont être payés le 5, peut-être 200 le 15, peut-être 500 le 25. Et donc, c'est notre outil en interne, donc outil maison, qui a été développé, qui permet de générer un fichier CEPA qui est ensuite directement connecté à la banque et qui va émettre ces virements. Et ça, c'est une vraie révolution pour nous parce qu'il y a 2 ans, qu'on avait 1000 virements à faire dans le mois, et ben tous les mois, nos city managers allaient sur le compte en banque de la banque, enregistraient les RIB de nos bénéficiaires un par un et faisaient les virements un par un. Et ça mettait 2, 3 jours à faire cette manip, alors que maintenant, c'est réalisé en quelques secondes. Et donc, je viens souligner tout l'intérêt des développements R&D en interne pour nous faciliter la vie, éviter les erreurs et surtout laisser du temps à nos équipes pour des tâches à forte valeur ajoutée. Et donc là, c'était le sujet au niveau des clients. Donc c'est important, comme on dit, on a deux typologies de personnes, donc les clients et les guests. Et sur les guests, on va dire qu'on s'est un peu facilité la tâche cette fois-ci. C'est les plateformes qui récoltent pour nous l'argent des réservations et nous reversent l'argent 1 ou 2 jours après l'arrivée des guests dans les appartements. Donc on s'occupe pas du tout de la gestion des paiements au niveau de l'encaissement. Donc on n'a pas de solution type Stripe ou d'autres, parce que c'est les plateformes qui s'occupent de faire ce relais, et ensuite eux nous reversent en virement bancaire les sommes directement sur le compte de la structure, qui ensuite sont reversées, donc comme je l'ai dit, aux clients le 5, le 15 ou le 25 de chaque mois. OK et du coup, bah, là, ça tombe bien, tu parlais de plateforme, tu vois, quand on parle de location, bon, là, c'est de la sous-location, mais on pense évidemment à tout ce qui est Airbnb, Booking, tu nous en as parlé et en fait, ces plateformes, elles sont pas du tout, vos concurrentes? Non, pas du tout. Nous, on est partenaire grand compte de ces plateformes, Booking et Airbnb. On travaille main dans la main avec eux. On a des account managers dédiés. Notre plus-value par rapport je dirais, du diffus, c'est que nous, on apporte du stock en volume et légal, qui est déjà vérifié. Donc, il y a un côté de réassurance pour ces plateformes. Nous, on fait le travail en amont de vérifier les baux, les autorisations de sous-location, le standing des appartements. Donc, ce qui est pas une mince affaire et ce qui est surtout dans une ville comme Paris qui est encadrée, à juste titre, mais qui est encadrée, et bah, c'est une denrée rare d'avoir un stock qui est 100% vérifié. Et donc, on apporte, je dirais, cette sérénité aux plateformes et donc on se voit plus comme des partenaires que comme des concurrents. Honnêtement, aujourd'hui, avec Laura qui a un Booking ou un Airbnb et les dépenses folles qu'ils font sur Google, hein, Booking.com, c'est un des premiers clients Google au monde. Je peux pas m'amuser aujourd'hui à essayer de me remettre en location mes biens en direct. Et donc, je préfère choisir mon cheval de bataille. Mon cheval de bataille, c'est récupérer du stock. Et sur la revente, je m'adosse et je m'appuie sur des partenaires fiables et sérieux, que peuvent être Booking et Airbnb ou d'autres, hein. Je ne cite que parce que c'est les plus connus, mais il y a plein d'autres plateformes de location courte durée, comme Abritel par exemple en France. Mmh. OK, super, bah, très, 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 très clair, mais c'est important, je pense, de faire, justement ce distinguo et de dire, bah, voilà, en fait, on travaille main dans la main plutôt que se tirer, dans les pattes et comme tu disais, très compliqué de rivaliser avec ces mastodontes-là, donc autant s'en faire des alliés et c'est intéressant aussi de voir comment vous travaillez avec ces géants-là, de la location et là, en l'occurrence, de la sous-location. Hem, est-ce que à présent, tu pourrais nous faire un petit peu ton bilan, ton ressenti personnel en tant que fondateur et en tant qu'entrepreneur? Voilà, ce que tu ressors comme succès, mais aussi comme épreuve. Tu nous en as parlé un tout petit peu, lors de ta présentation au début, mais voilà, si tu peux nous faire ton bilan. Alors, je sais pas si je suis prêt pour faire mon autobiographie. Peut-être pas à, encore, mais à 30 ans, mais bon, j'ai vu que le prince Harry l'avait faite il y a pas longtemps, donc je sais pas c'est si vrai. je vais lui voler la vedette, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis fier du chemin parcouru.
Que ça soit moi ou Théo, et même Romain, je pense on est fiers et on est content de ce qu'on a fait. Franchement, ça n'a pas été tous les jours facile. C'est vraiment une aventure qui change les personnes au plus profond d'elles-mêmes. Je suis content de la résilience dont on a fait preuve, parce que ça n'a pas été facile. On a pris des décisions difficiles. On est resté motivé et on a gardé l'espoir, alors que tout n'était pas euh, clair sur le chemin et au bout du tunnel. Mais aujourd'hui, on a relancé Smart Hunting avec une énergie dévorante. Et aujourd'hui, bah, on n'est pas peu fiers de ce qu'on a fait. Enfin, j'arrête pas de dire fier, mais parce qu'en fait, c'est la réalité. C'est le mot Et, central, oui. et un truc que je voudrais dire et qu'on s'est dit avec Théo il y a récemment, c'est qu'on aurait signé 1000 fois pour là où on en est aujourd'hui. Voilà, en 2021, on mangeait nos cailloux, on tenait à bras le corps l'entreprise, on essayait de trouver toutes les petites économies qu'on pouvait faire, avec l'espoir qu'un jour on aurait l'opportunité de redéployer le modèle. Et aujourd'hui, bah, on est passé de 5 collaborateurs en début d'année à 40, de zéro de chiffre d'affaires à 4 millions annualisés. Je peux l'annoncer en exclusivité, mais on est en train de clôturer un petit tour de table en interne pour se redéployer et avoir l'énergie nécessaire pour l'année 2023. Donc ouais, aujourd'hui, heureux d'avoir tenu et fier de là où on en est aujourd'hui et impatient, ou je dirais impatient aussi d'en découdre avec cette année 2023 qui sera pour nous, on l'espère, l'année de la consolidation du modèle. Voilà, c'est une année où on veut prouver à tout le monde que ce modèle il est périn, qui répond à des attentes et on peut faire de Smart Renting une belle boîte, une belle start-up et une entreprise qui est profitable. Ouais. Merci pour ta réponse. J'aime bien poser cette question parce que elle s'adresse davantage aussi à tous les entrepreneurs et tous les futurs entrepreneurs qui nous écoutent pour qu'ils voient un petit peu le retour d'expérience de chacun que voilà, il y a des galères, il faut rester motivé. Et là, du coup, le fait d'en être fier, bah, c'est voilà, c'est aussi une sorte de récompense pour toi et tes équipes. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais poser cette question. Et du coup, comment est-ce que tu as vu évoluer, toi, la demande sur ton marché depuis la création de Smart Renting en 2015? Bah, j'en parlais un petit peu en préambule sur l'économie de la fonctionnalité, mais il y a eu un essor incroyable de la mobilité, des échanges universitaires, une nécessité de parler plusieurs langues, l'ouverture au monde. Il y a un vrai changement de mode de consommation de l'hébergement. On est passé quand même d'un mode d'hébergement de nos parents qui avait qu'un seul mode d'hébergement, c'était l'hôtel, à des chambres aseptisées, à des appartements de centre-ville d'habitants. Et donc, on a vraiment changé notre manière de voyager et de vivre en l'espace de quelques années. Et le sentiment qu'on a, c'est que le monde est en perpétuel mouvement. Ça va continuer dans ce mouvement-là, en fait. Les voyages seront peut-être un peu différents avec la conscience écologique, ce qui se passe autour de nous, mais cette volonté d'apprendre des autres, de découvrir le monde aussi pour se rendre compte à quel point on est bien chez soi, l'ouverture d'esprit qui s'apprend en rencontrant des cultures différentes, c'est quelque chose qui est, je pense, assez imprégné chez nous et qui a encore de belles heures devant soi. Et je suis convaincu que Smart Renting, en tout cas, est positionné dans une certaine logique qui fait sens, c'est-à-dire, encore une fois, la, l'économie de la fonctionnalité qui vient dire que finalement, dans les grandes villes, bah, on va pas pouvoir continuer à construire des tonnes et des tonnes d'appartements et des tonnes d'hôtels, et on va devoir faire avec l'existant. Et donc, faire avec l'existant, bah, c'est faire avec les appartements des individus, avec les logements vacants. Et moi, je pense que Smart Renting s'insère parfaitement dans cette logique de l'économie de la fonctionnalité en redonnant finalement de l'espace non exploité à des personnes qui en ont besoin. Voilà. Ouais, du coup, très optimiste pour cette année. Justement, cette année 2023, parlons-en.
un petit peu la dernière question qui va amener la fin de notre échange malheureusement, mais ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Quels sont vos projets, les projets de Smart Renting pour 2023? Bah, je vais essayer de faire short version, de multiplier notre volume d'affaires par 4, en passant de 4 millions annualisés à 12 millions de GMV à la fin de l'année. C'est d'internaliser une grosse partie de nos prestations de ménage pour augmenter nos standards de qualité et mieux maîtriser cette valeur qui est centrale dans notre business. Et enfin, et comme j'ai dit, en prenant l'exemple du calcul des loyers, à quel point c'est central d'avoir une équipe technique et R&D performante. Et donc l'idée, c'est de continuer à augmenter et à recruter dans cette équipe-là, avec encore une fois l'objectif de fond, c'est de jailbreaker le modèle opérationnel de la courte durée à fort volume en étant EBITDA positif à la fin de l'année. Et c'est tout le mal que tu peux nous souhaiter. L'idée étant d'être prêt pour la Coupe du Monde de rugby cette année et pour les JO à Paris en 2024. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup Thibaut. Est-ce que tu as un mot de la fin, pour conclure notre échange? Bah, je voudrais te remercier déjà, Charles, remercier l'équipe. Voilà, on a pu se rencontrer dans un événement que vous couvrez, les Big Boss, il y a 3-4 semaines. Bah, je suis heureux d'avoir ce temps pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, pouvoir partager. Et j'espère que nos auditeurs vont apprécier ce format. Et je leur souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023. Merci beaucoup Thibaut. Oui, c'est l'objectif aussi chez nous, d'e-commerce nation, de donner la parole aux entreprises qui nous expliquent un petit peu leurs histoires, ce qu'ils font, leur business, leurs problématiques, comment ils y répondent, quelles sont leurs visions. Voilà, c'est aussi notre enjeu de couvrir tout l'écosystème e-commerce et retail. Donc c'était en tout cas avec grand plaisir Thibaut. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de, Merci à toi. de, de Merci à discuter vous. avec moi sur tous ces sujets-là. Et vous qui nous écoutez, merci une nouvelle fois de nous suivre. Restez bien à l'écoute puisque de nouveaux podcasts vont arriver. Merci encore et à très vite sur ce podcast des explorateurs du e-commerce. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.